Le Phèdre de Platon ou de la beauté, genre moral. Interlocuteur du dialogue, Socrate et Phèdre. Socrate. Mon cher Phèdre, où vas-tu donc et d'où viens-tu? Phèdre. De chez Lysias, fils de Céphale, Socrate, et je vais me promener hors des murs, car je suis resté longtemps chez lui, toujours assis depuis le matin, et suivant les prescriptions d'Acoumen, ton ami et le mien, je fais mes promenades sur les routes, car il prétend qu'on s'y délasse mieux que dans les galeries couvertes. Socrate. Il a raison, mon ami, mais Lysias, à ce qu'il paraît, était en ville. Phèdre. Oui, chez Épicrate, dans cette maison qui avoisine le temple de Zeus olympien, la Mauricienne. Socrate. Et à quoi avez-vous passé le temps? Sans doute Lysias vous a régalé de ses discours. Phèdre. Tu le sauras si tu as le temps de m'accompagner et de m'écouter. Socrate. Comment dis-tu? Tu penses bien, pour parler comme Pindare, que je mets le plaisir d'entendre ton entretien avec Lysias au-dessus de toute affaire. Phèdre. Avance donc. Socrate. Parle. Phèdre. Justement, Socrate, c'est un sujet qui t'intéresse, car il s'est trouvé, je ne sais comment, que l'entretien avait trait à l'amour. Lysias a précisément écrit une tentative de séduction faite sur un joli garçon, mais non par un amant, car il soutient, et c'est là qu'est l'ingéniosité, qu'il faut accorder ses faveurs à celui qui n'aime pas, plutôt qu'à celui qui aime. Socrate. Ô la belle âme! Il aurait bien dû écrire qu'il faut donner ses faveurs à la pauvreté plutôt qu'à la richesse, à la vieillesse plutôt qu'à la jeunesse, et à tous les autres genres de disgrâces qui sont mon partage et celui de la plupart des hommes. Ce seraient là des discours vraiment civils et démocratiques. Pour moi, je me sens une telle envie de t'entendre que, dusses-tu aller à pied jusqu'à Mégare, et selon la méthode d'Hérodicos, aller au mur et en repartir, je ne resterai pas en arrière. Phèdre. Que dis-tu, excellent Socrate? Tu me crois capable de réciter un discours que Lysias a composé, en prenant son temps à tête reposée, lui qui est le plus habile écrivain de nos jours, de le réciter de mémoire, moi, profane, d'une manière digne de lui? Tant s'en faut que j'ai ce talent, et pourtant, je le préférerais à tout l'or du monde. Socrate. Ô Phèdre, si je ne connais pas Phèdre, je ne me connais plus moi-même, mais je connais l'un et l'autre. Et je suis sûr qu'en entendant un discours de Lysias, mon âme ne s'est pas contentée de l'entendre une fois, mais qu'à plusieurs reprises il l'a prié de le répéter, et que l'autre s'y est prêté complaisamment. Cela même ne lui a pas suffi. Il a fini par prendre le cahier et s'est mis à repasser les endroits qui lui tenaient le plus à cœur. Et il est resté assis depuis le matin, attaché à cette étude, jusqu'au moment où la fatigue venue, il est sorti pour se promener. Mais il savait déjà le discours par cœur. J'en jurerais par le chien, à moins qu'il ne soit d'une longueur démesurée, et il s'en allait hors des murs pour le déclamer. Mais, en rencontrant un homme qui a pour les discours une passion maladive, il s'est réjoui de le voir, espérant avoir quelqu'un pour partager ses transports, et il lui a dit de l'accompagner, puis, comme l'amateur de discours le priait de parler, il a fait des façons, comme s'il ne s'en souciait point, et à la fin, si on n'eût pas voulu l'entendre, il allait s'imposer. Prie-le donc Phèdre de faire dès à présent ce que de toute façon il fera tout à l'heure. Phèdre. Je vois bien que réellement, le meilleur parti pour moi et de beaucoup, c'est de redire le discours comme je pourrais, car tu ne me parais pas homme à me laisser aller, que je n'ai parlé d'une manière ou d'une autre. Socrate. Effectivement, tu ne te trompes pas. Phèdre. Je vais donc parler comme je pourrais, car véritablement, Socrate, je puis t'assurer que je n'ai pas appris le texte par cœur, mais je tiens à peu près le sens de toutes les distinctions qu'il a faites entre le cas de l'amant et le cas de l'homme sans amour, et je vais te rapporter sommairement et dans leur ordre, chacune d'elles, en commençant par la première. Socrate. Oui, mon amour,
mais quand tu m'auras montré ce que tu tiens dans ta main gauche sous ton manteau, car je soupçonne que c'est le discours lui-même. Si c'est lui, mets-toi bien dans la tête que, malgré mon amitié pour toi, je ne me prêterai pas à te servir de matière à exercice quand nous avons ici Lysias lui-même. C'est une chose bien décidée, mais voyons, montre-moi cela. Phèdre. Assez raillé, Socrate, tu m'as ôté l'espoir que j'avais de m'exercer à tes dépens. Mais veux-tu que nous allions nous asseoir pour faire cette lecture? Socrate. Tournons par ici et descendons l'Ilissos, nous nous asserrons tranquillement à l'endroit qui nous plaira. Phèdre. J'ai bien fait, je vois, de venir pieds nus. Pour toi, tu l'es toujours, ainsi nous pourrons très bien entrer dans l'eau et nous baigner les pieds, ce qui ne sera pas désagréable, surtout en cette saison et à cette heure. Socrate. Avance donc et cherche en même temps un endroit pour nous asseoir. Phèdre. Vois-tu là-bas ce platane si élevé? Socrate. Eh bien. Phèdre. Il y a là de l'ombre, une brise légère et du gazon pour nous asseoir, ou, si nous voulons, pour nous coucher. Socrate. Avance donc. Phèdre. Dis-moi, Socrate, n'est-ce pas ici, près, au bord de l'Ilissos, que Borée enleva, dit-on, Eurytie? Socrate. On le dit. Phèdre. N'est-ce pas donc ici? Ce mince courant paraît si charmant, si pur, si transparent, et ses bords sont si propices aux ébats des jeunes filles. Socrate. Non, c'est plus bas, et à quelques 2 ou 3 stades, là où l'on passe l'eau pour aller au temple d'Agra. Il y a à cet endroit même un hôtel de Borée. Phèdre. Je ne l'ai jamais remarqué. Mais au nom de Zeus, dis-moi, Socrate, crois-tu, toi, que cette aventure mythologique soit véritablement arrivée? Socrate. Mais si j'en doutais comme les sages, il n'y aurait pas lieu de s'en étonner. Je subtiliserais comme eux, je dirais que le souffle de Borée la précipita du haut des rochers voisins, où elle jouait avec Pharmacée, et qu'étant morte de cette chute, elle passa pour avoir été enlevée par Borée, soit d'ici, soit de l'Aréopage, car il y a une autre tradition, suivant laquelle c'est là, non ici, qu'elle fut enlevée. Pour moi, Phèdre, je trouve ces explications intéressantes, mais elles exigent trop d'ingéniosité et trop de peine, et vous ôtent à jamais la paix de l'existence, par la simple raison qu'il faut, après cela, expliquer la forme des hypocentaures et puis celle de la chimère. Puis c'est une avalanche d'êtres du même genre, Gorgone et Pégase, et des multitudes étranges de créatures inconcevables et monstrueuses. Qu'un incrédule appliquant les procédés d'une sagesse vulgaire essaie de réduire à la vraisemblance chacun de ces prodiges, il lui faudra bien du loisir. Quant à moi, je n'en ai pas du tout pour ces recherches, et la raison, mon ami, c'est que je n'ai pu encore me connaître moi-même, comme le commande l'inscription de Delphes, et qu'il me semble ridicule que, m'ignorant moi-même, je cherche à connaître les choses étrangères. C'est pourquoi je laisse de côté toutes ces histoires et je m'en rapporte là-dessus à la croyance commune. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu d'examiner ces phénomènes, je m'examine moi-même. Je veux savoir si je suis un monstre plus compliqué et plus aveugle que Typhon, ou un être plus doux et plus simple et qui tient de la nature une part de lumière et de divinité. Mais à propos, mon ami, ne sommes-nous pas arrivés à l'arbre où tu nous conduisais? Phèdre. Oui, c'est bien lui. Socrate. Par Héra, le charmant asile, ce platane est d'une largeur et d'une hauteur étonnantes. Ce gâtillier, s'y élancé, fournit une ombre délicieuse, et il est en pleine floraison, si bien que l'endroit en est tout embaumé. Et puis, voici sous le platane une source fort agréable. Si je m'en rapporte à mes pieds, elle doit être consacrée à des nymphes et à Archéloüs, à en juger par ses figurines et ses offrandes. Remarque en outre comme la brise est ici douce et bonne à respirer. Elle accompagne de son harmonieux chant d'été le chœur des cigales. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est ce gazon en pente douce qui est à point pour qu'on s'y couche
et qu'on y appuie confortablement sa tête. Tu serais un guide excellent pour les étrangers, mon cher Phèdre. Phèdre. Et toi, étonnant ami, tu es un grand original. On dirait vraiment que tu es, pour reprendre ton mot, un étranger qu'il faut guider et que tu n'es pas d'ici. Tu es si casanier que tu n'as jamais franchi la frontière et il semble bien que tu n'es jamais sorti des murs. Socrate. Passe-moi cette originalité, mon bon ami. C'est le désir de m'instruire qui en est cause, car ni les champs ni les arbres ne veulent rien m'apprendre, mais bien les hommes qui sont dans la ville. Mais toi, tu as trouvé, ce me semble, le moyen de m'en faire sortir, car, comme on se fait suivre d'animaux affamés, en agitant devant eux une branche ou un fruit, ainsi, toi, tu n'as qu'à me présenter des cahiers de discours pour me faire, je crois, tout le tour de l'Attique, et me mener partout où il te plaira. Mais pour le moment, comme je suis arrivé, je crois que je ferais bien de me coucher sur l'herbe. Pour toi, prends la position qui te paraît la plus commode pour faire la lecture et commence.